Moi, je voudrais juste vous expliquer un tout petit peu le contexte. Parce que cette prolongation de l'état d'urgence ne vient pas comme ça à partir de rien du tout. On a parlé précédemment des lois renseignement, des lois antiterrorisme, mais il y avait aussi la loi de programmation militaire. Il y avait toutes ces lois, finalement, de surveillance généralisée et de renseignement qui ont été votées depuis 2012. Il y en avait déjà eu avant, mais ça s'est accéléré à partir de 2012, avec des lois qui progressivement étaient là pour donner les pleins pouvoirs à l'administration pour faire ce qu'elle voulait en matière de lutte antiterroriste. Et pas que. Parce que c'est bien joli de parler du mot terroriste, il n'apparaît nulle part. Et les mots ont leur importance dans ce qu'on vit aujourd'hui et dans ce qu'on vivra demain. Dans le texte que nous avons, qu'ils ont voté en termes de constitutionnalisation de l'état d'urgence, il est bien écrit une phrase importante, il s'agit de punir des crimes constituant une atteinte grave à la vie de la nation. En aucun cas, vous n'avez écrit le mot terroriste dans cette phrase. Donc l'état d'urgence, les assignations, les perquisitions peuvent être effectuées pour n'importe quel crime qui, selon une administration, pourrait porter atteinte à la vie de la nation. C'est le terrorisme sans doute aujourd'hui, avec d'autres crimes et délits. Ça peut être autre chose demain et on n'en sait rien. Et il est là le problème majeur en fait. C'est que on voit déjà qu'on ne fait pas de la lutte antiterroriste dans les assignations et les perquisitions. Donc un contexte qui était finalement un terreau à ce qui a été décidé par Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, s'il nous écoute, bonjour Bernard. C'est une habitude chez moi de dire toujours bonjour à ceux qui nous écoutent. Les lois renseignement donnaient déjà un plein pouvoir à l'administration et là où j'ai lutté, on va dire, le plus ardemment contre Bernard Cazeneuve, c'était bien au sujet de la surveillance de masse, la surveillance généralisée, puisqu'elle autorise la surveillance des communications, puisqu'elle peut demander à des opérateurs téléphoniques de fournir des relevés de vos mails, que les métadonnées donnent plus d'informations que le contenu même de vos messages. Donc tout ça, il a fallu le mettre sur la table. Évidemment, j'ai pas eu gain de cause, mais c'était absolument terrible. J'y reviendrai parce que la notion d'algorithme, c'est quoi un algorithme? Ce sont des mots-clés que vous rentrez dans un ordinateur pour déterminer, et c'est là qu'on rejoint le prédictif dont parlait Vincent à l'instant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des renseignements qui prévoient le potentiel délit ou crime que pourra peut-être commettre un citoyen lambda parce qu'on aura rentré un certain mot-clé dans une machine et qu'à ce moment-là, on pourra dire que celui-ci, puisqu'il a fraudé dans le métro, commettra un attentat dans 18 mois. C'est à peu près ça. On en est pour le moment au ticket de métro, mais après ce sera si vous volez à 12 ans un bonbon Haribo, ce sera possible de déterminer que vous êtes des potentiels terroristes 15 ans plus tard. Donc là, c'est pour vous donner l'ambiance. Aucune leçon n'a été tirée de finalement ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. On a longtemps parlé, pour ces lois renseignement et pour l'état d'urgence, du Patriot Act américain. On a quand même un recul de 15 ans, c'est surprenant de ne pas tirer de leçons de 15 ans, alors qu'on a le patron de la NSA qui témoigne sous serment devant le Congrès pour dire que ça n'a strictement déjoué aucun attentat, donc tous les milliards et les 15 ans et tous les moyens mis dans les mains de la NSA avec la surveillance de masse, ça n'a servi à rien, mais c'est bizarre, quasiment personne n'en parle, on fait comme si ça n'existait pas, on fait comme si le modèle américain avait fait ses preuves et avait déjoué des attentats, et on en fume toute la population. Dans ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de choses découlent du fameux discours de Versailles du 16 novembre, donc du président de la République, où nous étions tous ensemble réunis en congrès, députés et sénateurs. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis sentie extrêmement mal de voir finalement le pouvoir d'une foule galvanisée par un discours guerrier, où pas une seule fois le mot de cohésion sociale n'a été prononcé en lutte contre le terrorisme, justement, pas le mot culture, pas le mot animateur de quartier, ou sport, ou valeurs
fédératrice, rien du tout. C'était un discours guerrier qui préfigurait effectivement ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que dans les débats de la semaine dernière à l'Assemblée, j'ai entendu parler du serment de Versailles. Alors là, ça laisse, ça fait franchement frissonner. Ça veut dire que finalement, tout découle des mots de François Hollande du 16 novembre à Versailles. Et comme François Hollande l'a dit le 16 novembre à Versailles, on doit le faire. Il n'y a pas forcément de raison, il n'y a pas forcément de motif juridique ou issu d'une analyse de la situation en termes de chiffres, en termes d'efficacité. Non, ça résulte d'un discours. Et puisque le président l'a dit à Versailles, donc il faut l'appliquer. Il a parlé de la déchéance, donc il faut l'appliquer. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Il n'y en a aucune. C'est comme un piège qui se referme finalement sur le gouvernement, alors qu'il l'a bien voulu, hein, je suis loin de les défendre. Et puisque ça a été dit par le président, donc il faut y aller. C'est quand même grave, ça veut dire que finalement on dit n'importe quelle connerie sous le coup de l'émotion et on va le faire quand même. Donc déjà on ne sait plus trop à quoi on sert en tant que député, mais ça fait longtemps que j'en suis rendu compte, mais c'est extrêmement grave. Après on nous dit, ah c'est pas grave l'état d'urgence, rassurez-vous, bon peuple, il y a un contrôle parlementaire. Magnifique, magnifique contrôle parlementaire. La commission des lois qui se réunit de temps en temps, qui fait des auditions, qui a passé des auditions de juges, de magistrats, d'associations collectives de victimes d'assignation, etc. Et en fait, cette commission parlementaire a fait des bilans on a fait un en particulier il y a quelques semaines, et tout le monde a été absolument unanime pour dire que l'état d'urgence, les résultats de l'état d'urgence n'ont été vus que dans les 15 premiers jours. Donc, on peut considérer que c'était utile de le décréter le 13 novembre, mais au moment du 20 novembre, c'était déjà plus efficace. Et malgré le fait qu'en commission des lois, vous ayez eu des spécialistes qui ont répété et répété à l'infini que l'effet de surprise, que l'impact de l'état d'urgence n'avait plus d'effet déjà après les 15 premiers jours, ça n'a pas empêché mes collègues de revoter la deuxième prolongation de l'état d'urgence. Donc pourquoi on en arrive là? On en arrive là parce qu'on a un fonctionnement absolument binaire de ce gouvernement qui fait en sorte que soit vous êtes avec ce gouvernement, soit vous le soutenez, soit vous ne le soutenez pas, mais si vous ne le soutenez pas, ça veut dire que vous êtes pour les terroristes. Il n'y a absolument pas d'autre discussion. Je vous explique là ce que nous vivons en fait à l'Assemblée depuis le 14 novembre. C'est absolument il n'y a pas de nom. J'avais des collègues qui, avant de voter le 19 novembre pour nous et le 20 pour le Sénat, me disaient « Mais Isabelle, je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas comment je vais l'expliquer à mes électeurs. Je suis d'accord avec toi qu'il faut voter contre la prolongation, mais ce ne sera pas compris. Donc je vais voter pour. » Je vous le jure, c'est exactement les propos que j'ai entendus de la part des plus courageux. Donc là, c'est quand même très grave, mais on en est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est passé de 6 à 31 députés qui ont voté contre la deuxième prolongation, mais avec les mêmes pressions du gouvernement, les mêmes... Alors, je vous passe les insultes par réseaux sociaux et mails. Pour vous donner une proportion, la première semaine après le 20 novembre, j'ai reçu sur une centaine de mails 70 lettres de remerciements et 30 d'insultes. 30 d'insultes, genre traître à la patrie, vous défendez les terroristes, on aurait été en 44, vous auriez été tondu. C'est à peu près le niveau. J'en ai encore quelques-uns comme ça, mais il y a aussi des gens qui se rendent compte que finalement on n'avait pas tort de voter contre. Pourquoi est-ce que on est dans une période extrêmement grave? C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qui est l'ennemi pour ce gouvernement. Ce sont les mouvements sociaux,
les écologistes et les geeks. Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui contestent ou qui seraient en capacité de contester l'ultralibéralisme de ce gouvernement, qui n'a rien à envier aux autres, aux précédents. Donc tous ceux qui contesteraient et tous ceux qui apporteraient un autre modèle social ou économique sur la table. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, dans les lois antiterroristes, les lois renseignement, et même dans ce qui se prépare sur la réforme du code pénal en cours en ce moment à l'Assemblée, il y a une très importante partie sur le contrôle des données informatiques. Le contrôle des données à l'intérieur des disques durs, de vos téléphones, de vos ordis et du cloud, enfin de toutes les informations stockées partout. Ce gouvernement a décidé de contrôler tout. Tout le monde et tout. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est sous-jacent, mais qui est permanent dans les discussions à l'intérieur de l'hémicycle. Il y a une autre preuve que nous sommes dans cet état d'esprit-là, c'est la pénalisation des actes. Quand c'est sur Internet, eh bien c'est encore plus grave. En fait, la criminalisation d'Internet, elle est visible depuis, de façon encore plus forte. Il y avait eu Adobe sous le gouvernement précédent, mais c'est encore plus fort depuis 2012, c'est-à-dire que c'est une phobie réelle. Internet, c'est le mal réincarné. Internet n'est pourtant qu'un média. C'est un support, c'est un moyen de communiquer, ni plus ni moins. On en fait ce qu'on en veut, on en fait une belle chose, on en fait aussi des choses ignobles, ni plus ni moins que les libelles au moment avant la Révolution, ou la presse écrite, ou la télévision, ou n'importe quel support médiatique. En fait, on en fait ce qu'on en veut. Ce n'est pas plus... Je ne vois pas comment on pourrait dire qu'une peine ou un crime va être davantage sanctionné parce que c'est sur Internet. Mais en fait, c'est le cas. Et c'est ce qui a été voté depuis 2012, c'est en permanence, si c'est sur Internet, alors vous aurez 2 ans au lieu de 18 mois, etc., etc., des peines plus lourdes en milliers d'euros. Et ça, c'est important de le savoir, et c'est important de le comprendre, parce que va découler de cet état d'esprit toutes les réformes et tous les projets de loi qu'on peut voir sur le tapis en ce moment. Alors il y a plein de choses que je voulais aussi vous dire, mais je vais revenir sur quelques chiffres aujourd'hui sur les perquisitions et les assignations à résidence. Ce que je voulais vous dire au niveau des perquisitions, c'est que les perquisitions de nuit pouvaient déjà être faites avant. On entend beaucoup ça, mais l'état d'urgence a permis de perquisitionner de nuit. Faux. Les perquisitions de nuit étaient déjà possibles. Qu'est-ce que ça a changé l'état d'urgence? Ça a déjà été dit. En fait, c'est le juge judiciaire ne donne absolument pas son avis. Donc l'administration, la police, les services de gendarmerie, gendarmes mobiles, décident tout seuls d'aller perquisitionner à tel endroit. Je suis allée chez Élodie et Julien Dordogne le 1er décembre. Ils avaient été donc perquisitionnés à 7h du matin avec... On parlait de famille terrorisée, là c'était une petite fille de 2 ans qui se fait réveiller par des gendarmes mobiles, 10 gendarmes en fusil d'assaut. C'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient distribué des tracts contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes il y a 3 ans, à un péage. Au péage de Mussidan pour être précis. Leur plaque d'immatriculation avait été photographiée à ce moment-là, et donc ils faisaient partie de la série de perquisitions, parce qu'en Dordogne, vous aviez un préfet zélé. Je précise. Tout dépend des départements, puisque ça dépend des préfets, certains ont fait du zèle, d'autres ont été plutôt modérés, donc je dois dire que dans le Calvados, le préfet a été peut-être un peu plus modéré qu'ailleurs, on n'a pas eu trop à en souffrir, mais dans d'autres départements, ce n'était pas le cas. Pourquoi je vous dis que c'est dangereux? Parce que l'exemple d'Élodie et Julien est incroyable. Ils se sont aperçus finalement que les gendarmes, quand ils sont arrivés dans leur domicile, ne savaient déjà pas où ils allaient, puisqu'ils n'avaient qu'une adresse mais pas de nom. Donc ça aurait pu être n'importe quel locataire de la ferme, il y en avait 3. Deuxièmement, que les gendarmes donc, ne savaient pas ce qu'ils cherchaient puisqu'ils retournaient les feuilles sur la table du salon, on passait 3 heures à chercher. Ils auraient trouvé, ne serait-ce qu'une boule de shit, ils auraient été contents parce qu'ils auraient pu dire « Voyez, on a bien fait de perquisitionner, on a trouvé quelque chose. » En fait, c'est ça.
Sur 3500 perquisitions aujourd'hui, on va forcément trouver quelque chose, parce que c'est statistique. Faites 3500 perquisitions au Havre, vous allez trouver pas mal de choses. Forcément. Mais parce que c'est encore une question de statistique. Et ça marche à tous les coups. Je dirais presque peut-être que ça peut mieux marcher dans un complet hasard. Quand on vous dit qu'on a trouvé des armes de guerre, déjà il y en a une partie, c'est des collectionneurs. Chouette. Armes de chasse. Alors, est-ce que ça fait partie des armes trouvées? Oui? Oui, ça fait partie des armes trouvées. Alors finalement, on s'aperçoit que les perquisitions servent surtout à la lutte contre les stupéfiants. Génial! On n'a qu'à faire un grand mouvement et lancer une grande série d'arrestations, mais juste sur la lutte contre les stupéfiants. On n'a pas besoin d'avoir pour prétexte l'état d'urgence pour faire du grand n'importe quoi. Pour que vous compreniez un peu. Sur les 3500 perquisitions, il y a eu 5 procédures judiciaires liées au terrorisme, plus 24 d'apologie au terrorisme. Donc j'envoie un tweet pour dire génial, continuez comme ça les gars, je fais de l'apologie au terrorisme et donc je fais partie des 24 procédures judiciaires liées au terrorisme. C'est pas joyeux de dire chouette, continuez comme ça, de vous faire exploser. On est d'accord, on est filmé, donc je fais attention à ce que je dis. Simplement, on peut avoir un ado qui se défoule et qui en a ras-le-bol et qui se lâche sur les réseaux sociaux, ça va faire partie des procédures. Donc vous voyez que là, on est en fait, ce que j'avais pu calculer, c'est qu'avant l'état d'urgence, c'est-à-dire avant le 13 novembre, on avait une moyenne, et je terminerai par là pour le moment, on avait une moyenne de 2 procédures judiciaires liées au terrorisme par semaine, comptabilisées par tous les services de renseignement, etc. On en avait 2 par semaine. Depuis l'état d'urgence, on en a 0,4. Voilà. Voilà la moyenne. Et voilà le résultat. Donc ça veut dire que l'état d'urgence ne sert pas à la lutte contre le terrorisme, que l'état d'urgence lutte contre des mouvements sociaux, des mouvements écologistes, contre tous ceux qui ne sont pas d'accord finalement avec ce gouvernement et présentent une menace pour le gouvernement actuel. C'est la preuve, et c'est pour ça que je continuerai à expliquer comment ça se passe vu de l'intérieur, parce que c'est beaucoup plus grave en fait que ça, et que la déchéance de nationalité, je terminerai par là, n'était qu'un os à ronger pour journalistes et parlementaires, que beaucoup disaient « Oh, moi, du moment qu'il n'y a pas la déchéance de nationalité dans la Constitution, j'accepte de voter l'état d'urgence. » Je considère que, alors c'est difficile à dire, mais c'est beaucoup plus grave de mettre cet état d'urgence-là. Je pense que vous disiez, en soi, c'est pas extrêmement grave de mettre l'état d'urgence dans la Constitution. Dominique Rousseau le disait très bien. Mais ce qui est grave, c'est de mettre cet état d'urgence-là dans la Constitution, ça c'est sûr. C'est une menace pour l'état de droit et pour la séparation des pouvoirs, c'est sûr également. Mais en tout cas, la déchéance de nationalité est un symbole et touchera peu de personnes sur notre vie quotidienne. Par contre, l'état d'urgence, tel qu'il est vu en ce moment, aura un impact beaucoup plus grave et beaucoup plus long sur nos actions de tous les jours, ce que nous faisons, comment nous militons, les prochaines manifestations, etc. Et vous disiez tout à l'heure que l'état d'urgence, on ne sait pas en gros quand est-ce que ça va se terminer. Si. Manuel Valls l'a dit. Il a dit quand est-ce que ça allait se terminer. Il a dit quand on aura éradiqué Daesh. Donc, c'est clair. Et c'est la même phrase dans la bouche du président de la République, c'est quand on en aura terminé. Donc c'est comme finalement le Patriot Act, c'est quand on en aura terminé, on n'aura jamais terminé. Vu comme on est parti, on n'aura jamais terminé, donc on aura toujours l'état d'urgence. Donc à très bientôt pour la prochaine prolongation. Merci.